Docteur Synapse. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'hémorragie digestive. Quelles sont les causes? Mais le plus important, évaluer l'urgence de la prise en charge. On se met dans le bain directement avec un cas clinique. Socrate est un homme de 62 ans qui arrive par l'ambulance adressée par son médecin traitant. Sur la lettre, chute, confusion, agitation et un épisode d'hématémèse à 14 heures. Antécédents, cirrhose éthylique et hypertension portale. Traitement, propranolol, 40 mg une fois par jour. Vous examinez votre patient, il est confus, désorienté, pas d'astérixis, il est ictérique et un temps de recoloration cutanée supérieur à 2 secondes. Paramètres, fréquence cardiaque 75, tension artérielle 80-40, fréquence respiratoire à 30 par minute, saturation d'oxygène 96, température 36,2. La prise de sang révèle une hémoglobine à 11, des plaquettes à 50 000, bilirubine à 3,2, des tests hépatiques 5 fois le normal, un éthanol à 3,71, ionogramme tout à fait normal et un fibrinogène à 1,27. Votre patient arrive à l'hôpital à 16 heures. Évaluez son état hémodynamique. Je vous laisse réfléchir. Votre patient est choqué. Il présente un choc hypovolémique sur hémorragie d'origine digestive plus encéphalopathie hépatique. Qu'allez-vous faire? Là, il faut réagir très vite. 2 voies veineuses, remplissage avec 1 litre de NaCl 0,9 en 30 minutes, de l'oxygène. Une autre question, faut-il transfuser avec une hémoglobine à 11 grammes par décilitre? Je trouve que c'est une bonne valeur, non? Il faut transfuser. L'absence de chute de l'hémoglobine peut être piégeante, surtout quand on fait la prise de sang très tôt. 3 unités plus un plasma frais congelé. Donner un IPP pour couvrir un éventuel ulcère et de l'octréotide afin d'essayer de réduire la pression portale. Appelle ensuite le gastro-entérologue et si ton patient est stable, pour effectuer une oesogastroduodénoscopie, donne de l'azithromycine 30 minutes avant et effectue l'OGD. C'était des varices œsophagiennes qui saignaient activement. Une dernière petite question. Pourquoi la fréquence cardiaque du patient est à 75 alors qu'il est choqué? Il devrait être tachycarde, non? C'est parce qu'il prend un bêta-bloquant. Quelles sont les différentes causes d'hémorragie digestive et par quoi ils se manifestent cliniquement? La bouche, l'œsophage, l'estomac et le duodénum. Si ça saigne à ces endroits, c'est une hémorragie digestive haute. Ensuite, le jéjunum, l'iléon, le cécum et le côlon, ainsi que le sigmoïde et le rectum. Si ça saigne à cet endroit, c'est une hémorragie digestive basse. L'hémorragie digestive va être classée en haute, c'est-à-dire que ça saigne d'en haut, ou basse, que ça saigne d'en bas. Anatomiquement, ce qui limite les deux, c'est l'angle de Treitz, c'est l'angle duodéno-jéjunal. La première cause d'hémorragie digestive haute est la présence de trous dans l'estomac ou dans le duodénum, c'est-à-dire des ulcères gastro-duodénaux. Deux grandes étiologies, l'hélicobactère pylori et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Imagine cette fois-ci que ton patient présente une cirrhose. Il peut avoir une hypertension portale qui va se répercuter sur les veines en amont, c'est-à-dire les veines gastriques et œsophagiennes, créant ainsi des varices. Les varices œsophagiennes peuvent se regorger de sang et au fur et à mesure, elles peuvent exploser, entraînant une hémorragie cataclysmique. L'ulcère gastro-duodénal et les varices représentent les deux grandes causes d'hémorragie digestive haute. Derrière l'œsophage, l'aorte, qui va se continuer derrière le duodénum, puis bifurquer. Si antécédent de mise en place d'une endoprothèse aortique,
tu peux avoir un risque de fistule aorto-entérique. En gros, tu as une communication entre ton aorte et les intestins. Et là, ça saigne vraiment à fond. Une autre cause qui n'est pas si rare que ça, à cause de vomissements répétés ou prolongés, on peut avoir une lacération longitudinale de la muqueuse au niveau de la jonction entre l'œsophage et l'estomac, c'est-à-dire le cardia. C'est le syndrome de Mallory-Weiss. Bon, quelle est la clinique de l'hémorragie digestive haute? Logiquement, tu vas vomir du sang rouge, hématémèse, avoir un popo noir. Pourquoi? Les globules rouges vont se promener dans le système digestif et petit à petit ils vont être digérés avec un changement de couleur pour qu'à la fin on ait un popo noir, mélénin. Un autre truc super important est que si ça saigne beaucoup au niveau digestif haut, le sang peut rapidement traverser le système digestif et tu auras du sang rouge par le bas, hématochézie. Évite le mot rectorragie. Pour les hémorragies digestives basses, le côlon est vascularisé par l'artère mésentérique supérieure et inférieure. On peut avoir une colite ischémique. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin peuvent également saigner et ça peut être même la première manifestation. Les diverticules peuvent juter également, des polypes ou une néoplasie. Et pour finir, les hémorroïdes qui peuvent être internes ou externes. Garde à l'esprit qu'un saignement digestif haut peut se manifester comme une hémorragie digestive basse. Théoriquement, ce qui caractérise une hémorragie digestive basse est l'hématochézie, c'est-à-dire du sang rouge par le bas, appelé également rectorragie, faussement je trouve. On peut également avoir du mélénin avec du sang noir digéré. Et pour finir, le toucher rectal peut révéler des globules rouges vifs, que ce soit dans l'hémorragie digestive haute ou basse. Une dernière étiologie, les malformations artério-veineuses qui peuvent se rencontrer partout dans le système digestif. Même si c'est important d'identifier la cause, en tout premier, ne te casse pas la tête à essayer de chercher c'est quoi. On s'en fout, le plus important est de stabiliser hémodynamiquement ton patient. Imaginons que c'est une hématémèse. Que vas-tu faire? Monitoring, 2 voies veineuses, prise de sang avec groupe sanguin, plasmalyte 500 cc en 15 minutes et des IPP, 40 à 80 mg en IVD. Appelle ensuite directement ton superviseur. Ensuite, es-tu face à une hémorragie massive ou une pression artérielle moyenne inférieure à 65 ou systolique inférieure à 90 ou une hémoglobine inférieure à 7 versus 9 si comorbidité? Si la réponse est oui, transfusion de 3 unités de globules rouges avec un plasma frais congelé. Il faut ensuite se poser la question, est-ce que le patient prend des nouveaux anticoagulants, des antagonistes de la vitamine K, antécédents d'ulcère ou de cirrhose? S'il prend des NOAC et que ça saigne activement, voir s'il prend du dabigatran, on peut se poser la question de donner des anticorps anti-dabigatran. S'il prend un inhibiteur 10A, pensez à l'antagoniste inhibiteur du 10A. Bon, ça c'est d'un côté. Mais quoi qu'il en soit, s'il prend des AVK ou des NOAC et que ça saigne beaucoup, vous pouvez dans les deux cas donner des concentrés de complexes prothrombotiques, associés éventuellement s'il prend des AVK à de la vitamine K. Pour les AVK, recheckez linéaire dans 15 à 30 minutes. Imaginons cette fois-ci qu'il a un ulcère. Vous donnez des IPP, 8 mg par heure. S'il est cirrhotique, de la somatostatine ou son analogue, de l'octréotide, ayant pour but de réduire la pression portale. Et ajouter de la ceftriaxone, car il décompense sa cirrhose. Dans tous les cas,
Appelez le gastro-entérologue pour prévoir une endoscopie après avoir stabilisé votre patient. N'oubliez pas de l'érythromycine 30 minutes avant l'osogastro-duodénoscopie. Et voici notre beau algorithme. N'oubliez pas que ce qui sauve la vie des patients sont les poches de sang. Nous arrivons à la fin de cet exposé. Quels sont les points clés à retenir? Face à une hémorragie digestive, le plus important est de prendre rapidement les paramètres, voire de mettre le patient en monitoring. Se poser la question, est-ce que le patient est instable? C'est-à-dire hémorragie massive, pression artérielle moyenne inférieure à 65 ou systolique inférieure à 90. Transfusion. Fais attention à ne pas te faire avoir par l'hémoglobine. L'hémoglobine n'est pas toujours ton ami. À répéter dans 1 à 2 heures. On vise une hémoglobine de 9 chez un patient avec des comorbidités. Une hémoglobine à 7 chez un patient sans comorbidité. Si varice, ne vise pas plus que 10 en max. Car si tu vises plus, tu vas aggraver le saignement. Quelqu'un qui prend des antiplaquettaires comme de l'aspirine, ça ne veut pas dire que tu vas lui donner des plaquettes. Si ces plaquettes ne sont pas inférieures à 50 000, ne le donne pas. Sinon, tu vas augmenter son risque thromboembolique. Entre guillemets, une sonde nasogastrique peut aider au diagnostic d'hémorragie digestive haute. Bon, pas le faire systématiquement. Dans la littérature, on dit qu'il faut réaliser une endoscopie dans 6 à 24 heures. Bon, souvent on le fait dans les 6 heures, pas dans les 24 heures. Mais n'oublie pas qu'il faut ressusciter avant l'endoscopie. L'acide tranexamique ou hexacil, oui, on peut le donner, même s'il n'a pas trop prouvé comme quoi ça aidait le patient. Mais juste assure-toi de l'absence de contre-indication, c'est-à-dire les stents, le sang dans le pipi ou antécédents thromboemboliques. Un petit score qui peut t'aider pour connaître le pronostic de ton patient, c'est AIMS, AIMS 65. A. Albumine inférieure à 3. I. INR supérieur à 1,5. M pour mental state, Glasgow inférieur à 14. S pour systolique inférieur à 90 et 65 pour âge supérieur à 65 ans. Si tes 5 critères sont positifs, le risque de mortalité est de 25%. Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule à droite. Coup de boule. Zinedine est un homme de 59 ans. Il se présente pour altération de l'état général, vomissement depuis 7 jours, au début alimentaire, liquide et puis du sang. Il boit beaucoup d'alcool et fume beaucoup. Antécédent d'infarctus stenté, de l'OAP avec de la fibrillation auriculaire. Il prend pas mal de médicaments, des antagonistes de la vitamine K, du bisoprolol, 2 diurétiques et un IEC. Tu l'examines rapidement, bon, il est bien orienté, bon Glasgow, voilà. Mais bon, un peu pâle quand même. Pour ses paramètres, il est tachycarde à 110 par minute, tension artérielle diminuée 85-40, saturation 95 et glycémie à 120. Je te laisse réfléchir. Est-ce qu'il est stable? Quelle est la cause? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, tu te débrouilles. Ton patient est instable. Que vas-tu faire? Monitoring, 2 voies, perfuse, IPP. Puis, appelle ton superviseur. Vas-tu transfuser? 3 unités de globules rouges et un plasma frais congelé. Que vas-tu faire maintenant, sachant que tu n'as pas encore les résultats de la biologie et que ton patient prend des AVK? Il est instable.
Il a une hémorragie digestive haute et il prend des AVK, casse même plus la tête, donne un concentré de complexe prothrombotique plus vitamine K. Et enfin, les résultats de la biologie. Hémoglobine à 6, INR élevé, 8, sodium à 101 et un potassium à 4,8. Pourquoi ce sodium est aussi effondré? Le glucose est à 120 et l'urée est à 40. On est sûr que ce n'est pas une hyponatrémie hyperosmolaire. On va même calculer l'osmoléité, qui est à 226. C'est bien une hyponatrémie hypoosmolaire, vraie hyponatrémie. Quelle est sa volémie? Bon, on a bien plus ou moins examiné le patient. Il était a priori normovolémique. On revient sur le traitement. Il prend 2 diurétiques. Est-ce que c'est ça qui a entraîné l'hyponatrémie? Et il a vomi. Est-ce qu'il a des pertes de sodium par le haut? L'osmolalité urinaire est à 660. C'est quand même beaucoup. Il perd donc du sodium dans les urines, alors que sa fonction rénale a priori normale. On fait une radio de thorax. Et voilà, une grosse patate dans les poumons. C'était une tumeur pulmonaire. Probablement due au fait qu'il fume beaucoup. On est donc face à une hyponatrémie hypoosmolaire due a priori à un SIADH associé à vomissements, les diurétiques qui ont probablement aggravé l'hyponatrémie. Pour traiter le SIADH, restriction hydrique et correction de l'hyponatrémie entre 0,5 et 1 mmol par litre par heure. Faites attention à la myélinose centropontique lorsqu'on corrige trop vite. Cette hyponatrémie a entraîné probablement un œdème cérébral. Le patient a commencé alors à vomir petit à petit, à être confus, et suite à des efforts de vomissement répétés, ça a entraîné une lacération au niveau de la muqueuse du cardia, et donc un syndrome de Mallory-Weiss. J'espère que ce cas clinique vous a bien plu, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.